Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro avant-match. Et oui, après cet avant-match gagnant contre le Paris Saint-Germain, eh bien, on va essayer de faire des avant-matchs jusqu'à cette fin de saison. Ça nous porte plutôt chance, plutôt réussite jusqu'à présent. Donc, on va continuer la série et puis de manière générale, toujours intéressant d'avoir eh bien, quelques billes, des éléments de contexte autour eh bien, de la saison de nos adversaires, puisque eh bien, on attaque eh bien, dès vendredi la 32e journée de Ligue 1, le rush final de cette saison, qui peut s'annoncer eh bien, magique pour l'OGC Nice. On y croit, on croit au 12 sur 12. Après cette belle victoire au Parc des Princes, la dynamique est positive. Place à l'adversaire de vendredi soir, comme j'ai dit, réception du Stade de Reims qui a connu une saison assez mouvementée, disons-le ainsi, avec cette lueur autour de cette finale de la Coupe de France dont on va parler avec notre invité. C'était eh bien le premier invité adverse, souvenez-vous, lors du premier numéro du Club Pancho à l'époque, c'était un vieux 0-0 dégueulasse. C'est ça, hein, il me semble, hein. Époque Galtier. J'ai le plaisir de recevoir Antoine avec nous ce soir. Salut Antoine, comment vas-tu? Salut Pancho, bonsoir tout le monde. J'espère déjà qu'on va avoir des buts pour la rencontre de vendredi. Et oui, c'est vrai que ça fait déjà bien longtemps, peut-être de 2020, 2021. J'ai plus l'année en question. Je me souviens 2020. même que tu étais venu à Reims et que j'avais refait un passage dans ton émission. Donc ça me fait plaisir d'être de retour. Effectivement, saison 2020-2021. Premier numéro, c'était un 0-0 et bien sûr le match retour. Comment ne pas oublier ce scénario absolument fantastique et ce triplé d'Andy Delors qui a joué à l'OGC Nice, souvenez-vous quand même. Il nous a bien régalé quand même ce soir-là. C'est pas Antoine qui dira le contraire. Antoine, première question. Bon, le stade de Reims, alors j'ai pas le classement sous les yeux. Vous êtes quelque chose comme 14e, 15e, mathématiquement pas encore 13e sauvé. aujourd'hui. Voilà, Mathématiquement pas encore sauvé. Il existe quelques cas de figure où vraisemblablement les équipes de derrière pourraient remonter. Mais il faudrait, disons, que les planètes soient alignées. Si on avait gagné ce week-end, j'aurais pu te dire que c'était fait. Mais pour le moment, il manquerait encore un point, je pense. alors, écoute, tu parles du dernier match de ce week-end, on en a parlé juste avant de lancer le numéro. Mm. 0-0 contre le Real de Montpellier. Un match assez compliqué. Et tu me disais même que Montpellier, un peu libéré, j'ai envie de dire, de cette saison et cette relégation officielle, finalement, aurait pu l'emporter. Ouais, c'était un match qui était plutôt ouvert, où Montpellier s'est rapidement procuré les premières balles d'occasion. Enfin, c'est un stade de Reims très apathique pour le coup. On a senti une équipe de Montpellier déjà qui avait fait des choix forts. Ne serait-ce déjà que mettre TJ Savani sur le banc, c'était, je pense, un des premiers choix de Zoumana Camara. Et puis derrière, on a vu cette équipe qui progressivement a pris le dessus sur notre milieu de terrain, au point de se procurer des occasions, toujours bien défendu par le bloc défensif. Mais c'est surtout offensivement que ça a beaucoup pêché, parce que la plus grosse occasion du stade de Reims, elle s'obtient dans le temps additionnel avec une frappe de Keito Nakamura, détournée par le compte. Donc oui, ça fait un petit peu tâche, ça fait un peu tâche de buter face à un adversaire qui jusque-là avait toujours au moins encaissé un but. Ça faisait plus de 30 matchs que le compte n'avait pas gardé ses cages inviolées. Bon, malheureusement, c'est un peu le stade de Reims qui vient s'y casser les dents. Bon, tout n'est pas perdu avec ce match-là, ça fait quand même un point quand derrière on voit que ça n'a pas plus avancé du côté de Nantes, ou même le Havre qui a fait un match nul, je crois bien. Donc tout est encore possible, on va dire, dans cette lutte pour le maintien, même si désormais on est un peu plus confiant qu'il y a encore quelques mois. Alors justement, cette saison, elle est assez mouvementée, comme je le disais un peu en amont. Comment est-ce que tu juges la saison rémoise finalement, Antoine? On sait qu'il y a eu voilà, une fin de cycle avec le départ de Will Steele du côté du Racing Club de Lens, l'arrivée de Lucas Lessner. Sur le papier, en fait, c'était plutôt sexy comme arrivée. Un coach qui avait fait ses preuves du côté du Havre Mhm. et qui, justement, connaissait quand même un tremplin dans sa carrière en coachant une équipe installée et qui prétendait, enfin, du moins sur les derniers mois, sur les dernières saisons, même à viser éventuellement l'Europe. L'Europe, peut-être pas aujourd'hui, surtout avec les moyens du Stade de Reims en comparaison avec les autres équipes, surtout avec le contexte financier dont on connaît. Non, le choix de Luc Elsner s'est porté, je pense, tout naturellement après le départ de Steele en cours de saison, dont Diawara aura fait l'intérim pour les 3 derniers matchs. Je pense que le Stade de Reims s'est mis en quête d'un profil assez similaire et ça a été assumé, d'un profil un peu jeune, polyglotte,
qui avait quand même une certaine expérience, tout en n'étant pas, je pense, un profil démesuré en termes de salaire. C'est quand même un entraîneur qui a connu la Ligue 1, justement avec Le Havre. Mais déjà, les tractations ont été difficiles parce qu'il a fallu quasiment un mois entre les premières rumeurs et l'officialisation de l'entraîneur pour que ce dernier arrive sur le banc rémois. Je crois qu'il a fallu attendre quasiment le dernier match amical pour qu'il soit réellement annoncé. Donc je pense que ça a déjà pêché là-dessus. Et puis la mayonnaise a pris dans un premier temps. Donc finalement, je pense que la réalité de cette équipe l'a rattrapé parce que c'est une équipe qui, au fur et à mesure des dernières années, fait quand même l'objet de pas mal de critiques. On sent que la direction a besoin de plus en plus de liquidité et donc il faut vendre en conséquence, ce qui se traduit dans une équipe qui aujourd'hui a beaucoup de jeunes, beaucoup de profils, de paris, entre guillemets, et moins d'expérience, comme ça peut être le cas avec le départ de Younis Abdelhamid en fin de saison dernière. Bon, un départ finalement logique, surtout quand on voit aujourd'hui ses performances avec Saint-Etienne. Mais on sent que ça a été pas mal de paris qui ont été tentés, que ça soit du côté du staff ou du côté des joueurs, et que finalement ça n'a pas pris. Rajouter à ça encore la malédiction des blessures, où Mohamed Darami, qu'on n'a toujours pas vu, qui a fait une rechute, Reda Kadra qui s'est fait les ligaments croisés contre Paris en septembre, ou encore Fofana, qui était l'un des meilleurs, peut-être, prospects, entre guillemets, côté rémois, qui a fait un bon début de saison, mais qui malheureusement s'est blessé également. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Elsner arrive. Mm. Comment se passent, on va dire, les premiers mois? Il y a également, entre le moment où il arrive et son débarquement en février, le mercato hivernal aussi qui a été aussi impactant côté rémois avec 2 départs de joueurs cadres. Comment est-ce que tu juges, en fait, on va dire, les 6-7 mois de Lucas Elsner à la tête du Stade de Reims? Je vois que j'ai dit une petite coquille, c'est en juin qu'il est arrivé. Je pensais qu'il était arrivé plus tard, donc autant pour moi, les rumeurs étaient arrivées tôt. Moi, je pense que son premier bilan est plutôt positif parce qu'on sent que c'est un entraîneur qui s'inspire quand même de ce qu'a fait Will Steele, mais en voulant insuffler un nouveau sou dans cette équipe, déjà tactiquement, où on sent que c'est une équipe déjà qui repose plus sur des acquis, là où Will Steele aimait bien faire du bricolage et à tenter, comme il appelait, des coups tactiques à chaque match. On sent que là, c'est un entraîneur qui veut plutôt construire un effectif sur la durée, en s'appuyant pas mal sur les jeunes, justement du centre de formation, puisque c'est devenu l'un des premiers viviers au final du stade de Reims, par-delà la politique de training. Et puis ça se voit dans les premiers résultats. Alors oui, tu perds ton premier match où Angel Gomez subit une grave blessure, et c'est ce match-là que tu perds face à Lille inauguralement. Puis derrière, tu es sur vraiment une bonne série jusqu'en novembre-décembre, et là, tu commences un petit peu à repêcher. Tu as quand même la Coupe de France qui te permet un peu de sortir la tête de l'eau, mais derrière, tu enchaînes les défaites, les matchs nuls, et puis ça, le public rémois, entre guillemets, n'y est pas habitué. Je pense n'a pas été non plus très patient envers cet entraîneur. Eux qui auraient peut-être préféré un profil plus connu, parce qu'on nous a quand même sorti l'adjoint d'Ancelotti, son fils quand même, Mhm. ou même des Sacramento, ou je ne sais quelle autre rumeur d'entraîneur plus peut-être huppé, mais peut-être moins compatible dans l'ADN du Stade de Reims. Donc je comprends aussi qu'il y a eu un peu de frustration de par ce choix, mais j'ai l'impression que tout s'est fait rapidement et qu'on ne lui a pas vraiment laissé la chance d'apporter sa patte à l'équipe au final. Alors justement, quand il est débarqué en février, comment est-ce que tu reçois la nouvelle? Est-ce que tu trouves ça logique ou est-ce que justement euh, tu te poses question par rapport à cette prise de décision de la direction et finalement, est-ce que ça t'a inquiété à ce moment-là de la saison? Ça m'a pas forcément inquiété, même si je pense qu'il aurait lui fallu laisser peut-être un peu plus de temps ou juger par rapport aux circonstances, parce qu'à ce moment-là, le Stade de Reims n'a pas gagné depuis Auxerre en octobre, même s'il y a eu entre-temps une victoire au Havre, c'était quasiment que des matchs nuls ou des défaites à ce niveau-là pour le Stade de Reims, qui a en plus encaissé de lourdes défaites comme à Lyon, comme face à Nice justement, ou même à Saint-Etienne, qui venait justement de changer d'entraîneur. Donc c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, parce que le Stade de Reims allait petit à petit vers la zone rouge. Moi, on va dire, je l'ai vécu peut-être un petit peu comme un aveu de faiblesse, un aveu de pardon de la part de ce Stade de Reims-là, qui finalement n'a peut-être pas ciblé le profil qu'ils espéraient tant. Je pense que ça manquait quand même un petit peu d'expérience, de caractère. On a senti peut-être un entraîneur un peu plus passif à la David Guillon, qui avait peut-être moins de tact, on va dire, pour aller rentrer dans cette équipe, pour aller les faire réagir. Là où Will au contraire, en avait trop, et c'est ce qui a peut-être justement causé sa perte au Stade de Reims la saison passée. Donc, pas vécu comme une surprise, un peu comme une déception, et surtout à se demander, bah, on est au mois de février, donc les profils d'entraîneurs qui peuvent exister ne sont pas nombreux, donc qui pour le remplacer? Pensant que l'intérimaire de Samba Diawara ne serait que de courte durée, finalement, il est parti pour durer jusqu'à la saison prochaine. C'est ce qui est en tout cas annoncé. Alors justement, cette arrivée de Samba Diawara qui avait déjà assuré la fin de saison dernière Mm. en tant que coach numéro un,
qu'est-ce que ça a provoqué dans le collectif? Est-ce que tu as vu des changements? Est-ce qu'il y a voilà, nouveautés? Comment est-ce que tu juges un peu son arrivée? Si les stats sont bonnes, il a 13 matchs, toutes compétitions confondues, et puis il est sur 6 victoires, un match nul, 6 défaites sur cette saison. Dans ces eaux-là, en effet, niveau statistique, bah, ça a déjà très mal démarré parce que le Stade de Reims n'avait toujours pas continué à gagner en dehors de ces matchs étriqués en Coupe de France obtenus au tir au but, qui ne sont même pas des victoires dans les faits. Donc ça a mis du temps à s'installer. On a senti au début que c'était un entraîneur qui était dépassé, qui semblait résigné en conférence de presse, qui se demandait bah, un petit peu qu'est-ce qu'il faisait là, et lui-même de son propre aveu disait que bah, s'il était là, c'est parce que le club lui a demandé et que finalement, après réflexion, il était revenu sur ses paroles et a voulu s'installer dans la durée, sans doute aussi parce qu'il a pu avoir son BEPF, en tout cas dans les prochains mois. Donc on n'a pas forcément senti un premier impact, puis petit à petit, il y a eu ce premier point d'un match nul obtenu à Brest, et le vrai déclic, ça a été bah, il y a maintenant un mois contre Marseille, jour pour jour d'ailleurs, où on a senti cette équipe de Marseille qui avait pas mal douté, le Stade de Reims s'est un peu engouffré dans la faille, en plus il y avait on va dire du public, ça a été un petit peu galvanisé, on a senti que cette équipe avait été touchée par les derniers mots, par les derniers messages, et ça a été un petit peu là le déclic. Un adversaire qui doutait pas mal, un Stade de Reims plutôt efficace devant les buts pour ce coup-ci en tout cas. Et les éléments ont fait mouche et petit à petit on a senti que cette équipe reprenait peu à peu confiance en elle. Dans son jeu, toujours pas, mais les résultats ont commencé à suivre petit à petit à la force des choses. Donc c'est un petit peu finalement tout ce qu'on peut souhaiter à cette équipe parce que je pense que le jeu, ça sera plutôt vers la saison prochaine qu'il faudra se tourner. Je note quand même ouais, un démarrage difficile et Ah bah, t'as 5 défaites de suite si tu comptes pas la Coupe de France. ouais, mais Donc c'est compliqué. finalement depuis le nul contre Brest le 16 mars, t'as qu'une seule défaite Hmm. et c'est contre Strasbourg qui Et puis, elle n'est pas tant méritée que ça, puisque c'est un match quand même où l'arbitrage avait été un peu au centre des préoccupations et où le Stade de Reims aurait pu notamment obtenir 2 pénaltys. Donc finalement, c'est ce qu'on disait aussi à la radio dont j'étais hier, c'est que parmi les 5 derniers matchs, comme tu l'as pu citer depuis Brest, finalement, j'ai l'impression que celui où le Stade de Reims était le meilleur et il méritait le plus de gagner, bah, c'est Strasbourg au final. À Lens, tu te fais complètement dominer, où Lens a un nombre de tirs incalculable, mais n'arrive pas à se montrer tant dangereux que ça. Toulouse, c'est en contrepartie avantagé grâce au rouge, et Marseille juste parce qu'ils étaient en méforme. Puis Montpellier, bon, je vais pas en parler. tactiquement, du coup, est-ce qu'il y a eu des changements dans le dispositif de Samba Diawara? Est-ce qu'il a un dispositif, on va dire, fixe sur ses matchs? Est-ce qu'il s'adapte? Comment est-ce que tu juges cette partie-là? Ce que je juge, c'est que Samba Diawara désormais opte plutôt pour une défense à 5 par rapport à son prédécesseur ou à lui sur ses premiers matchs. Compte tenu déjà des blessures qu'avait pu avoir le Stade de Reims, on a commencé à avoir cette défense à 5 à Lens et je crois quelques prémices avant où justement ça a permis au Stade de Reims de davantage développer un jeu sur les ailes puisque c'est une équipe de contre aujourd'hui quasiment essentiellement parce que le Stade de Reims dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est une équipe qui ne parvient pas forcément à développer du jeu et qui au contraire se fait rapidement punir. Ça s'est vu notamment contre bah, Nice, avant même la prise de Samba Diawara, où c'est quasiment un match où le Stade de Reims, dès qu'il partait offensivement, se découvrait derrière et Mm. forcément concédait énormément. Parmi des choix forts, on a l'impression que c'est un entraîneur qui n'a pas honte justement par rapport à la situation de mettre des joueurs cadres sur le banc, ce qui a été le cas notamment pour Oumar Diakité, un buteur qui hélas n'a toujours pas marqué cette saison, j'ai l'impression, sous le maillot du Stade de Reims. La saison dernière, ça avait été le cas, mais cette année, on sent qu'il pêche énormément, qu'il n'est pas vraiment à sa place dans cette équipe, compte tenu justement de la recrue de Siebatcheux, ancien Rémois qui est arrivé cet hiver. Et puis derrière, c'est plutôt j'allais dire Atangana, non, Teddy Thomas, qui est, on va dire, un vieux briscard, entre guillemets, de cette équipe rémoise, qui est là depuis la saison dernière lui aussi, mais qu'on sent qu'il n'est plus du tout à sa place depuis le départ de Steele la saison passée. Avec Elsner, on voyait encore qu'il essayait de l'adapter à un nouveau rôle, un peu plus de sentinelle plutôt que relayeur, parce qu'on sentait que c'était plus vraiment adapté à l'équipe, mais force est de constater que lui aussi, on ne risque plus forcément de le revoir jusqu'à tout court sous le maillot rémois et jusqu'à la fin de saison. Alors justement, si tu dis que c'est une équipe de contre, est-ce que ça fonctionne finalement dans les résultats? Ça a l'air quand même d'être positif. Est-ce que tu considères aujourd'hui que c'est une force collective de ce style de jeu finalement?
Collectivement, je sais pas, on a toujours l'impression qu'on a des joueurs, pour la plupart, qui peuvent être en marge et que c'est d'autres, au final, qui vont s'exprimer, qui vont réussir à peser pour le gérer. J'ai souvenir qu'à Lens, c'était une équipe quand même qui souffrait énormément, mais finalement qui s'en est tenue à deux réalisations très bien réalisées de Nakamura, où vraiment ça s'est joué sur une passe qui arrive à couper cette défense lensoise assez mal en place. Et que vraiment, ça se joue plus sur des détails que vraiment une simple domination rémoise. J'ai l'impression que c'est pas forcément cette équipe qui répond d'une seule voix, en tout cas offensivement, mais plutôt l'individualité de certains joueurs comme Nakamura, Ito ou encore Siebatcheux qui s'illustre face à Toulouse. C'est vraiment lui, on va dire, qui obtient ce but-là sur une passe d'Akeme. C'est vraiment les joueurs individuellement qui pèsent. On a aussi l'impression qu'il y a une assise défensive qui a été trouvée, je ne vais pas dire retrouvée, mais plutôt trouvée, parce que lors de ce fameux 0-0 à Brest, tu n'as en fait que 2 buts encaissés sur 6 matchs. On parle beaucoup de Diouf, notamment qui a Hmm. pris le brassard de capitaine sur les dernières semaines. Défensivement, est-ce que finalement, au travers du dispositif et de la confiance sans doute retrouvée, tu constates des améliorations où il y a toujours un peu des trous d'air, mais qui sont moins visibles dans les stats? Il y a toujours de trous d'air, c'est juste que Yevan Diouf est monté en puissance petit à petit au cours de cette saison et même la saison dernière. J'ai pas honte de dire que c'est peut-être l'un des gardiens du top 3 de Ligue 1, top 5, quasiment top 3 pour sûr. On sent que c'est un gardien qui prend de plus en plus d'assurance, qui sait, on va dire, bien s'accompagner de sa défense, qui petit à petit commence un petit peu à lever la tête de l'eau, même s'il y a quand même des matchs où on sent elle est vraiment en dessous. Donc non, on va dire qu'on a senti à ce match-là à Brest qu'on avait une équipe qui petit à petit commençait à reprendre ses moyens. Il y a eu des choix qui ont été faits, comme j'ai pu dire. Je vois que notamment Ibrahim avait été titularisé pour son premier match, il me semble, dans ce match-là. Le jeune Sekine, pareil, sur l'aile droite, lui aussi il est arrivé de cet hiver à la place de Buta qui était un peu plus sur le déclin. Et c'est surtout aussi une équipe qui, compte tenu du nombre de blessures, n'avait pas pu faire beaucoup de rotation et beaucoup de cadres se sentaient usés. Et c'est là qu'il n'y a pas eu, on va dire, beaucoup de calculs à faire pour se dire qu'il fallait à un moment faire reposer ces cadres, quitte à mettre des jeunes inexpérimentés peut-être dans le grand bain, et finalement croiser les doigts pour que ça marche. Et c'est des jeunes qui ont évolué en toute insouciance. Je pense notamment à Diacon, qui s'est vraiment révélé comme étant un super sub, voire aujourd'hui un titulaire dans cette équipe rémoise, parce qu'on sent qu'avec lui, c'est un jeune qui apporte une grande vivacité, une grande capacité à accélérer le rythme, et c'est ça dont avait besoin le Stade de Reims dans des moments clés, comme en fin de rencontre. On parle de Diouf. Est-ce que alors, tu n'as pas nommé réellement de points forts collectifs de cette équipe. Tu les cherches sans doute encore, mais est-ce que. Ah, il y en a, il y a la résilience, il y a la patience, on va dire, il y a des fois cette force d'abnégation de cette équipe qui ne craque plus dans les moments forts, dans les moments faibles également. C'est une équipe qui, on se rappelle l'année dernière, concédait beaucoup de buts en revenant des vestiaires. On a l'impression que cette année, il n'y a pas vraiment de temps fort sur la timeline d'un match où cette équipe concède plus qu'à un autre moment. On sent que c'est une équipe qui commence à se comprendre, qui a des automatismes, et c'est ce qu'on voulait voir. Parce que pour la plupart des joueurs que je vois sur la feuille de match, la plupart n'étaient pas là il y a encore une ou deux saisons. Donc c'est une équipe aussi qui a dû rapidement apprendre à se connaître entre eux, surtout dans une situation qui était encore de crise il y a quelques mois. Individuellement, on parle de Diouf. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs vraiment que tu considères comme étant les hommes forts aujourd'hui au Stade de Reims? Keito Nakamura, que j'ai un petit peu cité à plusieurs reprises au cours des dernières minutes, je trouve que c'est un joueur qui aujourd'hui encore apporte une grande efficacité au Stade de Reims. Là, je crois que c'est désormais le meilleur buteur avec 11 ou 12 réalisations au compteur. C'est un joueur qui l'année dernière était en plein doute, dont on s'est demandé, comme la situation pour Diakité, si c'est un joueur qui allait finalement éclore au bout de sa deuxième saison. Et mine de rien, il a prouvé, puisqu'il a, je crois, il a marqué sur 6 matchs consécutifs en début de saison. C'était aussi lui justement qui accompagnait cette bonne série du Stade de Reims. Et on a l'impression que c'est un petit peu un thermomètre de cette équipe. Si le joueur est bon, l'équipe va être bonne. Et si l'équipe est moins bonne, on sent que lui aussi va être affecté. Et c'est tout là le nerf de la guerre. Et pour un dernier joueur à citer, bah, je peux revenir sur Diacon ou même, je pense, Akieme qui font un très bon travail, que ça soit sur l'aile gauche en tout cas, puisqu'on sent que c'est de là où partent beaucoup des attaques du Stade de Reims et où on sent que la différence peut se faire. Et en termes de points faibles, qu'est-ce que tu pourrais nommer? Enfin, vraiment, là, si tu devais donner finalement des conseils à l'OGC Nice en vue de ce match-là, quels sont les points faibles de cette équipe?
Le point faible, ça reste toujours ce poste de numéro 10 où on sent que au niveau de la pointe rémoise, ça a beaucoup de mal à se trouver, que ça soit Siebatchou ou Diakité, on sent quand même que c'est un poste très isolé, que les ailiers ont du mal à retrouver ce buteur qui joue souvent aujourd'hui en pivot et moins en poste avancé de renard des surfaces. C'est plus quelqu'un qui va essayer de jouer de son physique pour servir d'appui et essayer de relancer sur ses ailiers. Donc ça va être là essentiellement qu'il faut insister, je pense, pour Nice et également sur des contre-attaques puisqu'on sent que nos arrières latéraux ont assez de mal à assurer les phases de transition. C'est un poste où ça court beaucoup, où ça tire souvent sur les organismes, notamment en fin de match, et on sent qu'il y a pas mal de trous d'air du côté du stade de Reims à ce niveau-là. Ça s'est senti contre Montpellier, où le attaque-défense se résumait à ça pendant les 15-20 dernières minutes, et où on sentait qu'il y avait vraiment pas mal de place pour qu'une équipe puisse venir cueillir les Rémois. Alors on l'a dit en introduction, le Stade de Reims est actuellement 13e du championnat avec 33 points. Le barragiste Le Havre est à 28 points, donc il y a quand même un petit matelas d'avance qui n'est pas encore définitif, hein, pour Reims. C'est un match à enjeu parce qu'on aurait pu considérer qu'une victoire contre le MHSC la semaine dernière aurait quelque peu propulsé et maintenu Mm. quasiment Reims. Là, finalement, ce match il est autant important pour Reims que pour nous, pour d'autres objectifs européens. C'est un match à enjeu vendredi soir. Oui, c'est un match en jeu parce que je pense que le Stade de Reims déjà a à cœur de vouloir se rattraper du non-match réalisé à Montpellier. Non, Samba Diawara parlait justement d'un match amical qui avait été disputé, compte tenu, on va dire, de la faible qualité de jeu proposée par le Stade de Reims, qui aura à cœur de se rattraper. Déjà de une, je pense, pour s'assurer le maintien définitivement, puisque 3 points ou même un point suffirait à ce Stade de Reims-là en fonction des adversaires, enfin, des résultats des adversaires qui ont des calendriers vraiment pas évidents. Je pense notamment au Havre. Et dans un deuxième temps, aussi peut-être préparer et mettre en confiance cette équipe pour pour cette finale de Coupe de France qui aura lieu dans un peu moins d'un mois, parce qu'on se dit là justement que l'OGC Nice a réussi à battre cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc si jamais le Stade de Reims venait à faire un stade contre Nice, ça voudrait dire que par la logique des choses, que ce Stade de Reims-là peut faire quelque chose face à Paris. Stade de Reims qui n'a pas perdu cette année face à Paris avec deux matchs nuls obtenus. Donc ça montre aussi que ce Stade de Reims-là, dans un troisième point, arrive désormais à faire des résultats face aux grosses équipes, à avoir défait Marseille, avoir réussi quand même à les tenir tête un petit peu à Lille sur la première partie de saison avant de les jouer en dernière journée. Il y a eu Monaco éliminé en coupe. Bon, Lyon, ça a été une autre part des choses, mais on sent que petit à petit, cette équipe arrive un petit peu mieux à jauger des équipes de haut de tableau, comme ça peut être le cas avec Brest, à aller essayer de casser des séries, aller les titiller et pourquoi pas venir en chercher un ou plusieurs points. Ouais, on n'en a pas trop parlé rapidement, Antoine, le parcours en Coupe de France, dans une saison, on va dire, un peu compliquée, hein, j'ai envie de dire un peu de transition, pour réemployer une expression chère dans notre communauté niçoise. Mais c'est une surprise de voir le Stade de Reims en finale contre le Paris Saint-Germain. Ça fait plusieurs décennies que Reims n'avait pas atteint ce stade de la compétition. On sait que des fois, bon, jouer deux compétitions ou trois compétitions, ça puise dans les organismes. Est-ce qu'on pourrait considérer que le capital confiance, il a été un peu boosté finalement dans cette opération maintien de Reims? Est-ce que tu vois un lien de causalité entre finalement le bon parcours et le fait que Reims eh bien, a relevé la tête parce que bah, mathématiquement, c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a un mois et demi, 2 mois. Je pense que la Coupe de France a un petit peu préservé l'état d'humeur de cette équipe qui n'a complètement pas plongé, on va dire, au niveau du championnat grâce à ce petit parcours en Coupe de France qui est devenu de plus en plus grand par la suite. Là où, exemple, à Montpellier qui s'est fait quasiment balayer par le Puy, derrière n'avait plus vraiment à jouer que le championnat et ça n'a pas, je pense, amélioré leur situation d'un point de vue mental. Pour Reims, il y avait toujours cette petite lueur qui s'est finalement transformée en grande performance, même si là aussi ça n'avait pas été de tout repos quand même, parce que dès le premier match contre une régionale 1, on sent que ce stade de Reims-là commence à avoir des difficultés. Face à Monaco, ça passe de justesse. Face à Angers, tu te fais rattraper à la dernière minute, tu t'en sors au tir au but. Monaco, c'était pareil. Bourgoin, enfin, je vais pas refaire tout le parcours, mais on a senti que par rapport en fait au championnat, que ce stade de Reims-là était plus résilient, on est mieux sorti dans les moments durs, parce que sur les séances de tir au but, le Stade de Reims n'a quasiment jamais tremblé, là où c'était par contre un des points noirs des précédentes saisons. Et c'est ce qui, je pense, a fait sa force, c'était sa capacité de résilience, à ne jamais vraiment abandonner, de toujours y croire. Et puis finalement, à un moment, ça s'est reflété sur le championnat dès lors que le Stade de Reims se savait en finale. Donc l'un, je pense, a entraîné l'autre, même si c'est pas non plus
quelque chose de super innovant, puisqu'on a vu, je pense, pareil du côté de Nantes, il y a quelques saisons, justement en finale face à l'OGC Nice, si je dis pas de bêtises. Merci de me Donc, rappeler cette finale en tout cas. c'est douloureux souvenir, oui. Mais après Nantes, on aura vécu une douloureuse quelques saisons après. Donc, généralement, j'ai l'impression que une équipe qui peut être mal en championnat peut tout à fait faire un parcours en Coupe de France et derrière, que ce regain d'énergie puisse le servir à son maintien. Et j'ai l'impression que le Stade de Reims, finalement, fait la saison de ce FC Nantes-là. T'entends ça au GC Nice, on peut jouer deux compétitions en même temps. Voilà. Oui. C'est Parce que visiblement, c'est possible. C'est possible. l'Europa League n'est pas le cadet de vos soucis, à croire, parce que franchement, même moi, j'étais le premier déçu devant Merci de me vous. rappeler également qu'on a joué l'Europa League cette année. Hum. Les absents, le match qui se profile vendredi soir, comment s'annonce eh bien, l'effectif de Reims? Est-ce qu'il y aura des absents, on va dire, marquants euh, dans le 11? Est-ce que tu vois en fait une équipe finalement similaire à celle qui a démarré contre Montpellier la semaine dernière? Pratiquement, je pense, à part un ou deux postes près, que ce soit notamment le poste derrière droit ou je pense sur les ailiers, puisque seul petit bémol au tableau, Junieto est sorti blessé lors de son match face à Montpellier au bout d'une demi-heure de jeu. Bon, on n'a pas encore les diagnostics médicaux, mais visiblement ça serait pas très grave. Et sinon, pour le Stade de Reims, toujours ces absences de longue durée, que ce soit Kadra, Fofana ou Darami, mais ça c'est quasiment depuis le début de la saison, donc rien à signaler. Pas de suspension non plus, donc le Stade de Reims arrivera sans carton rouge à purger, même si je pense que certains feront exprès de prendre un jaune à Nice pour rater le match contre Saint-Etienne et être disponible pour la finale de la Coupe de France, parce qu'il y a aussi ce calcul-là à faire pour éviter Mhm. une potentielle suspension pour ce match crucial. Et je pense que si notamment le Stade de Reims obtient un résultat face à Nice, qu'on ne s'attende pas non plus à avoir un grand Stade de Reims pour les deux dernières journées, qui je pense va surtout se préserver, être bien tranquille et arriver en pleine forme pour cette finale le 24 mai. Donc pas d'absence à signaler, et je pense que les seuls choix qui seront faits, ce seront ceux de l'entraîneur. Euh, Antoine, il va falloir que tu te mouilles. Là, on parle d'un pronostic. Au match aller, il y a eu donc 4 buts à 2, hein. Vous vous rappelez de C'est ce. rare pour un Reims-Nice. Ah C'est bah, on rare. cultive les 0-0, hein. J'ai le souvenir de la prise de fonction d'Adrien Urcea saison 2019-2020 sous un brouillard effroyable à Un match Auguste qui n'était Delaune, pas à son 0-0. terme, je sais plus. Ignoble, ignoble, vraiment. Je ai souvenir. Et vraiment, il ne fallait pas être. Voilà, ne pas avoir le moral lors de ce match-là, parce que très franchement, il y avait de quoi se foutre en l'air à cette époque-là. Euh, Antoine, comment tu le sens prono objectif, prono subjectif, on t'écoute. Ouais, je viens de voir qu'entre 2020 et 2021, il y a eu 3 0-0 consécutifs. Ce qui est quand même une sale période. Et depuis, il y en a encore eu 3. Donc un match sur deux finit sur un 0-0. Donc je vais peut-être pas non plus souhaiter un 0-0, même si contre Montpellier, honnêtement, on pouvait le voir. Là, je verrais peut-être plutôt un match assez fermé quand même, dans la lignée de celui qui avait été réalisé contre Montpellier pour le Stade de Reims, où je vois peut-être un Nice dominateur qui va mettre longtemps avant de trouver l'ouverture du score, vers, je dirais, l'heure de jeu, mais que finalement, c'est un Stade de Reims qui va se réveiller en fin de rencontre, qui pourrait égaliser, donc un score de parité, un but partout. Alors, ça avait plutôt bien fonctionné contre le Paris Saint-Germain, donc je vais dire match nul. T'es quand même moins confiant que face à Paris, à moins que tu l'étais déjà pas confiant avant le Bah, match. en fait, le match contre Paris, c'est un match bonus, quoi. Enfin, dans Hmm. les faits, même s'il est champion, tu te dis que, allez, si tu peux gratter un point quelque part. Mais là, effectivement, C'est toujours bon à prendre, surtout chez eux. effectivement, effectivement. Donc, je vais dire match nul. Match nul, et puis ouais, un scénario un peu à la Auxerre pour les Niçois, où tu mets du temps à débloquer la situation, et puis Reims qui égalise. Donc dans les faits, si je dis ça, eh bien on gagne vendredi soir. Donc je maintiens ce un but partout. Voilà. Très frustrant, un but partout très frustrant. Mais non, non, dans les faits, bien sûr, il faut gagner, hein. Il faut gagner, hein. On va pas se voiler Surtout la que face. je vois votre calendrier après, un déplacement en Bretagne et la réception de Brest. Deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Rennes, ça semble bon, et Brest, ils sont un petit peu loin. Donc, calendrier plutôt simple comparé à Bah, d'autres c'est-à-dire équipes que tu qui... as, quand même ton destin entre les mains. Mhm. Mathématiquement aussi, il y a une dimension importante. Moi, je suis désolé, mais la finale de la Coupe de France, je vais porter un maillot du Paris Saint-Germain, parce que si le Paris Saint-Germain gagne, Ouais, oui, il y a cet enjeu-là aussi. ça libère la septième place de tour, on va dire, de barrage de Conference League.
Donc en fait, si on part du principe que le PSG gagne la finale de la Coupe de France, le top 7 est européen. Et le top 7, on l'a quasiment assuré après cette victoire contre le Paris Saint-Germain. Donc après, j'ai envie de dire, c'est bonus, même si forcément tu veux viser le plus haut possible. Hum. L'objectif in fine, c'est d'être européen. Donc écoutez, on va voir ça. Antoine, c'est ici qu'on va se quitter, qu'on va clôturer ce numéro. Un grand merci pour tes éclaircissements et pour toutes ces informations sur l'adversaire de vendredi soir. Voilà. Maintenant, vous avez toutes les informations et vous pouvez vous mettre, on va dire, à jour pour eh bien, appréhender ce rendez-vous. Un nouveau match le vendredi soir, ça nous avait porté chance et bonheur la semaine dernière. Et puis, bah, écoute, on va quand même souhaiter une bonne fin de saison à Reims. Bonne finale, Bonne quand même. finale aussi, hein, tu y seras, donc profite bien. Hum. Mais bon, si le PSG peut gagner, ça peut être sympa aussi. Bah, je pense que vous aurez déjà assuré peut-être un top 5 d'ici Ah là. ben, écoute, C'est ce qu'on peut vous souhaiter, parce que si vous on peut terminez se dire 6 ça. ça va, On peut dire ça. ça va pas changer grand-chose non plus. On gagne les 3 derniers matchs. Voilà, on a notre destin entre les pieds. Vous faites une surprise en Coupe de France et vous gagnez ce trophée-là. On est très content. Vous restez Et en on se Ligue 2. retrouve en Europe. Et Tous les deux. voilà. Bon, Hum. si vous descendez en Ligue 2, ça nous rappellera de beaux souvenirs de Non, ça sera pas le 97. cas. C'est fini ça. Antoine, merci beaucoup. Très bonne Mais de fin de rien. saison à toi et au Stade de Reims. Et puis on se dit sans doute à l'année prochaine. Ah, sans doute à l'année prochaine. Normalement, le maintien est déjà fait. Lavaeta et Sanissa, à bientôt. Ciao, ciao.